Otep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que l'afro-optimisme dans la bouche de la grande Fatou Diom ou que des faux billets dans un clip de rap. Bienvenue dans les funérailles des tabous, l'émission qui, comme vous le savez, s'est donnée pour impérieuse mission de répondre à l'injonction posée par Frantz Fanon en son temps, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro par l'excellence. Très loin de la victimisation, très loin de la passivité. Et ce, en mettant à l'honneur, évidemment, la pensée collective. Aujourd'hui, j'ai encore l'honneur d'être accompagné par la sœur Florie. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis Florie Rounor, je suis présidente de l'association Afro-Authentica et je suis étudiante en naturopathie africaine. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui, parmi quelques autres, divise, c'est peu de le dire, ou du moins crée des tensions au sein de la communauté afro. Néanmoins, c'est un sujet que l'on ne peut pas éternellement mettre sous le tapis. Qui est le juge? Le juge, c'est Dieu. Qui est Dieu? C'est celui qui décide qui perd et qui gagne, pas mon adversaire. Qui est mon adversaire? Il n'existe pas. Il n'est qu'une voix discordante qui conteste la vérité. À travers ces quelques phrases, on se rappelle que l'être humain est motivé d'abord et avant tout par la quête de la vérité, par son goût de la recherche du vrai. C'est ce qui le guide, c'est sa boussole consciente ou inconsciente. Ceci dit, il existe plusieurs chemins pour atteindre cette vérité totale et au quotidien pour s'accompagner dans cette vérité. Et les chemins les plus évidents, les plus connus sont les chemins religieux. Et parmi ces chemins, on a le chemin de l'islam. Bon nombre d'afros empruntent ce chemin. Il n'empêche que ce chemin est jalonné de quelques embûches, et nous allons voir lesquelles. Pour le dire autrement, quel est l'apport de l'islam au sein de la communauté afro? En clair, l'islam et le panafricanisme sont-ils compatibles? Pour répondre à cette question, j'ai la chance de recevoir un frère, une sœur, bien charpentés, bien installés dans leur esprit, qui vont prendre le soin de se présenter eux-mêmes. Cher Ousmane Timéra. Bonjour à toutes et à tous. Je suis encore très heureux d'être présent ici dans cette belle émission. C'est Ousmane Timéra, doctorant en philosophie, islamologue, théologien, homme multiple, africain, européen, musulman, sans contradiction, mais en harmonie avec tous ces points. Et j'aime transformer le monde par les idées, parce que les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être réalisées. Très bien. La sœur Tasta. Bonjour à tous, moi je m'appelle Tasta, Dougoutigui pour certains. J'ai 34 ans, je suis consultante business et organisatrice d'événements et je suis musulmane pratiquante à ma manière. Ah, c'est bien de le préciser. L'islam à la carte. On va voir de quoi il s'agit. On va voir de quoi il s'agit. Alors, sans plus attendre, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer aux téléspectateurs, comment l'islam a rencontré l'Afrique? Dame d'abord, toujours. De moi, ma connaissance, l'islam est arrivé en Afrique par les ethnies Peuls, pour une grande partie en tout cas de l'Afrique subsaharienne. Quelle époque? Honnêtement, je serais incapable de dire, c'est des dates que je maîtrise, enfin que j'arrive pas à retenir pour être honnête. Et je sais que moi, mon ethnie de laquelle je suis ici, donc les Djarinké, pour la partie guinéenne, parce que c'est des choses qu'on a pu m'expliquer, on a contribué à, en tout cas, à la propagation de l'islam sur l'Afrique subsaharienne avec les Peuls. Sauf que les Peuls l'ont amené de manière assez violente dans l'histoire, et nous, on était assez pacifistes. Après, ça, ce sont les histoires qu'on nous raconte. Mais Je vous ai fini, allez-y, je vous écoute. Donc, je sais que c'est récent par rapport à d'autres pays, comme le Maghreb ou le sud de l'Europe. Donc, c'est vrai que nous, on a une islam assez différente des Maghrébins, parce que nous, on est encore très attachés à la culture sur le continent. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, je le pratique à ma manière. Très bien. Bon, l'islam
rencontre l'Afrique déjà quelques années après la révélation, en réalité. Puisque l'islam est né à la Mecque. La Mecque est une ville qui se trouve dans la péninsule arabique, fondée, en tout cas selon les historiographes ou en tout cas les musulmans eux-mêmes, fondée par Abraham. Donc il y a un lien avec la religion ancestrale antérieure, puisque l'islam ne se présente pas comme une religion particulière, mais comme étant l'expression de la religion universelle qui a été portée par les êtres humains naturellement, ensuite par les prophètes qui viennent répondre à cette ambition naturelle vers le transcendant. C'est ça à peu près la définition et l'ambition de l'islam. Donc lorsque la dernière version de l'islam et l'époque du prophète est révélée à la Mecque, des persécutions ont lieu, puisque nous sommes dans un environnement idolâtre, polythéiste, et qui refuse un certain nombre de réformes apportées par l'islam. L'idée déjà qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, et de remettre en cause toutes les autorités qui viennent soumettre l'être humain à autre que lui, à autre que Dieu. Ces persécutions vont pousser le prophète à encourager ses compagnons, femmes et hommes, à aller vers l'Abyssinie en Éthiopie. Donc, le deuxième lieu de naissance, entre guillemets, de l'islam, c'est en Éthiopie. Lorsque le Négus était réputé chrétien, donc, et réputé comme étant un roi juste, c'est le critère que le prophète choisit pour dire à ses compagnons d'aller là-bas. Ça, c'est la première rencontre avec le monde noir. Avec le monde noir. Deuxième rencontre, c'est lorsqu'il y a la conquête de l'Égypte. Déjà que des Africains, il y en a pléthore parmi les compagnons du prophète. On parle bien sûr de Bilal, c'est le plus connu, mais il y en a d'autres. Ibn Mas'ud, Zayd et d'autres encore. Enfin, le fils de Zayd plutôt, Oussama, et d'autres proches de lui, étaient déjà des Africains. On sait combien de compagnons entouraient le prophète? Les historiographes ont fait les compagnons ou ceux qui sont... Alors, le maximum, on dit 114 000. C'est-à-dire 114 000, ok. ceux qui sont présents au moment de son dernier discours. Bon, d'autres restreignent un peu plus. Il y a débat entre les historiens sur le sujet. Il y a un premier cercle ou pas du tout? Oui, il y a un premier cercle, le cercle de ceux qui ont été les premiers à adhérer à sa foi. On sait combien d'afros parmi eux? Je n'ai pas fait le compte, Ok. mais nous savons qu'il y en a. Ok. Ça, c'est un premier point. Deuxième rencontre avec l'Afrique, c'est l'Égypte. C'est-à-dire, on est une dizaine d'années après la mort du prophète. Nous sommes déjà en Égypte. Avant même la mort du prophète, le responsable de l'Égypte, de la province romaine égyptienne, ainsi que le patriarche là-bas, envoient des cadeaux au prophète en réponse à une missive qu'il leur avait envoyée. Donc il y a déjà des relations et un conseil, une recommandation est donnée au prophète sur lui, la paix à ses compagnons de bien traiter les Égyptiens. De sorte que quand il rentre en Égypte, il rentre en libérateur contre ce que les Égyptiens eux-mêmes considéraient comme étant des envahisseurs, à savoir l'Empire romain, puisqu'il y avait des bisbilles entre la vision catholique, l'Église romaine et les Coptes, qui deviendront ensuite plus tard des orthodoxes, les Coptes égyptiens. Et ils étaient eux-mêmes persécutés. Donc c'est la deuxième rencontre. Donc nous sommes déjà au 1er siècle de l'Hégire. Avec l'empire du Ghana, qui est l'empire africain dominant au niveau plus au sud, en tout cas par rapport à l'Égypte, plus au sud Donc c'est pas l'actuel de Ghana. l'Afrique. Non, c'est pas l'actuel Ghana. Préciser. C'est le Ghana, c'est vers les frontières, jusqu'aux frontières du Soudan, jusqu'à peu près vers le Sénégal, en comprenant une partie de l'actuel Mali, une partie de l'actuelle Mauritanie. Le couloir À peu près, c'est ça. Donc l'empire du Ghana, qui existait déjà au IIe siècle après Jésus-Christ, qui existait déjà, mais on ne sait pas vraiment quand est-ce que cet empire a été fondé. Bref, rencontré, il y avait déjà du commerce avec les pays, ou en tout cas les territoires musulmans. Et un certain nombre de commerçants avaient déjà pignon sur rue au sein de l'empire et au sein de sa cour. De sorte qu'une famille même, une partie de la famille même royale, certains étaient déjà convertis. Les rencontres que les Africains noirs vont avoir... Certains membres de rencontres des familles de la famille régnante. Convertis. Il y a dans son entourage, parmi la noblesse, des gens qui sont déjà musulmans.
la rencontre que les musulmans africains ou les Africains vont avoir avec l'islam, c'est à travers le commerce. Ce sont les commerçants, en fait, qui vont propager l'islam. Et ils n'avaient pas un langage commun, en fait. Parce qu'ils ne parlaient pas arabe, les autres ne parlaient pas les dialectes, en l'occurrence le soninké ou d'autres formes de langue, le bambara et autres, etc. C'est leur comportement, en fait, qui les a gagnés. Le type de commerce qu'ils avaient souvent, c'était que... Donc c'est par l'exemplarité que l'islam aurait... Oui. se serait diffusé. les premières rencontres et les conversions ont lieu dans ce contexte-là. D'accord. Et ça a eu lieu pareil aussi en Indonésie, qui est le plus grand pays musulman. Il n'y a pas une armée musulmane qui a mis les pieds là-bas. Ce sont les commerçants, les prédicateurs, leur comportement, qui a su interpeller les gens. Alors, en parlant d'interpellation, certains, justement, en t'écoutant, cher frère, vont être peut-être Là, un peu on est aux alentours du 1er et du 2e siècle de l'Hégire. Oui. Donc... C'est-à-dire en l'an 700, 800. Voilà, c'est pour ça que de l'ère chrétienne. De l'ère chrétienne. Certains vont un peu peut-être sursauter en se disant, mais je ne comprends pas. J'ai lu Tidiane Tchaï, le génocide voilé, qui, lui, a une vision beaucoup plus brutale de la rencontre entre l'islam et le monde noir, où il explique que, finalement, la rencontre s'est faite par la brutalité sous couvert de commerce. Oui. C'est-à-dire, en gros, l'esclavage. Donc, est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Il y a eu de l'esclavage, on pourra en parler. Notamment pas avec de la cette révolte des Noirs manière-là dans l'Empire. Mais ça n'est pas la première manière. Non, pas la manière la plus massive. Ça n'est pas la manière la plus massive non plus. D'accord. Donc ce n'est pas l'esclave, ce n'est pas par la contrainte et le sang que des afros se sont tournés vers la Mecque pour prier. Cela n'est pas avéré. Ok. Cela n'est pas avéré en raison déjà de la présence de royaumes et d'empires qui sont présents. Le système de l'esclavage est un système partagé par l'ensemble des dynasties et royaumes de l'époque. Je pense que l'islam interdit l'esclavage. Je pense que les théologiens ont réinterprété un certain nombre de propos. Tu penses ou c'est écrit? Oui. Je le pense, okay. Parce que j'ai la modestie de dire, c'est ce que je comprends, mais je dis que c'est écrit. Après, je sais qu'il y a un dialogue. Tu peux nous donner des passages, s'il te plaît, où c'est écrit? Là, tout de suite, je finis juste le propos par rapport à la rencontre. Qu'il y ait eu des guerres, oui. Il y a eu des combats entre pays, entre royaumes, et des histoires de conquête. C'est avéré, notamment entre, par exemple, l'Empire du Ghana et l'Empire almoradide, aux alentours du fin 11e siècle, qui provoquera, entre autres, la chute de l'Empire du Ghana, en partie, parce qu'elle va vraiment chuter en raison de la sécheresse et en raison de dissensions à l'intérieur des familles régnantes. Mais c'est une autre affaire. La discussion est dense, ça va vite. De temps en temps, prendre une pause s'avère nécessaire pour ne pas se perdre et en profiter pour laisser la parole à nos annonceurs. Chaque jour, un repas. Il y a eu effectivement aussi de l'esclavage, oui. La traite. De la traite. En fait, on est dans une on vision on parle du Bact, c'est-à-dire il y aurait eu quelque chose de signé, en somme, une sorte de raquette imposée de l'extérieur. Non, c'est pas dans ce sens-là. D'accord, donc Tidiane Tchaï là-dessus, pardon. Non, la thèse de Tidiane Tchaï n'est pas fausse en soi. Okay. Mais réduire les rapports, en tout cas dire que les débuts de l'islam, et réduire les rapports de l'islam à cette situation d'esclavage n'est pas avéré historiquement. Ne serait-ce que par la présence d'empires musulmans qui ont duré sur plusieurs siècles. À la suite de l'empire du Ghana, il y a eu l'empire du Mali, ensuite il y a l'empire Songhai, jusqu'aux alentours de la fin du XVIIIe siècle. Puis ensuite, il y a la pénétration de l'islam se fera beaucoup plus intense sous la colonisation. Alors, j'ai une question par rapport à ce que vous avez commencé à décrire et expliquer. Au début, vous avez dit l'islam est venu, puisque avant ce qu'on avait, c'était polythéiste, etc.
Euh, Est-ce que... À la Mecque. On parlera de l'Afrique. J'ai pas compris ce que vous me dites. L'idolâtrie. Je parlais tout à l'heure de l'idolâtrie à la Mecque, dans la péninsule arabique. D'accord. Je ne parlais pas de l'Afrique. pour Ok, l'instant. c'est pour ça On que... parlera de l'Afrique tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que je... Est-ce que les Africains étaient vraiment des polythéistes? Bah, c'est pour ça que j'allais vous poser la question en me disant, mais pourquoi dire ça alors que, en Non, c'est pas réalité, ce que c'est je pas dis, ça. moi. D'accord. C'est avéré que les Arabes étaient polythéistes. Certains connaissaient le monothéisme. Même ils le connaissaient à la base. Puis ensuite, des transformations ont eu lieu. Pour l'Afrique, je pense qu'il y a des études plus sérieuses et plus profondes à faire sur les religions d'avant le christianisme et d'avant l'islam. Dire que les Africains, en tout cas ceux qui sont sur ce territoire-là, noirs, ne connaissaient pas le monothéisme, est quelque chose qui, je pense, doit être revu de fond en comble. Ah, on est bien Ah, d'accord. on est bien d'accord. ça, c'est clair. Il y a un certain nombre d'indices qui montrent leur description Le du royaume divin, du Congo, transcendant, le royaume Congo, chez on les va dire. Buntu, au Congo, chez les Bambara, chez même les Zoulous. On vous parle de la notion d'un Dieu unique, Un Dieu unique. qui Zambi. est le fondateur de tout. Ouais. Oui, mais Ensuite, il y a d'autres versions qui viennent un peu plus tard, quand on fait de l'archéologie, et c'est pareil en Égypte. Les Égyptiens connaissaient le monothéisme. Mhm. Ensuite, d'autres versions ont eu lieu. Mais Quel qu'est-ce- était le premier, monothéisme ou polythéisme? Ça, c'est une affaire d'étude. Mais qu'est-ce qui fait alors que... Enfin, effectivement, ils avaient leur spiritualité à la base. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'islam arrive à passer comme ça partout et à se répandre, de ce que je comprends? Moi, de la version que j'en avais, ça a été plutôt brutal, que plutôt, on a bien aimé ce que vous étiez en train de nous raconter, ça nous parle, donc on va par là. Mais il faut regarder les faits historiques. Quand l'islam pénètre l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne qui nous concerne, je ne parle pas du Maghreb, Oui. ni de l'Espagne, ni de ce qui va se passer en Inde, je parle de chez nous. Ce ne sont pas des armées qui rentrent chez nous. Il n'y a pas d'armée qui est venue s'installer dans les pourtours du Sénégal, par exemple, ou en Mauritanie, qui ont établi des dynasties, un royaume, et comme cela a été en Andalousie. On n'en a pas. Il n'y a pas d'empire arabe, musulman, chez nous. On n'en a pas. On connaît l'empire du Ghana, on connaît l'empire du Mali, on connaît l'empire Songhai. Leurs dirigeants étaient des Africains, pur jus. Donc, l'idée qu'il y a eu une conquête arabe, musulmane, qui a utilisé l'idéologie de l'islam, entre guillemets, pour nous conquérir, il n'y a pas de fait historique. Donc- Ça n'existe pas. Donc ils l'ont utilisé pour essayer de conquérir l'Europe et Non, une partie de l'Asie, les mais pas conflits pour avec l'Afrique. l'Europe font suite au conflit qu'il y avait avec l'Empire romain. Il y a un conflit avec l'Empire romain qui est venu qui colonisait les Arabes. Donc, Un c'est une conflit forme a de lieu là-bas. C'est une forme de revanche. Une Non, ce n'est réaction. pas une forme de revanche. Du point de vue des musulmans de l'époque et des compagnons, c'est une guerre de libération. Oui, libération, d'accord. C'est pour ça que la plupart des conquérants, la plupart des peuples aux alentours, les considéraient comme des libérateurs. Libérateur. Pourquoi? Tout Jusqu'en simplement Espagne, parce qu'ils leur Portugal. laissaient la liberté de religion. Ils ne leur imposaient pas des impôts faramineux. Et que les impôts, entre guillemets, étaient donnés pour la défense, pour l'armée. Et c'est ce qui est prescrit même dans les règles de droit musulman. Qu'après, il y ait eu à un moment donné des changements, des transformations, voire des trahisons. Oui, c'est avéré historiquement. Mais en tout cas, quand nous sommes au début et quand l'islam pénètre les différents continents, il n'y a pas de contrainte. On laisse les gens avec la liberté de leur religion. Donc c'est ça, le Ce sont djihad. les populations qui eux-mêmes vont chercher à se convertir. Ça va même poser des problèmes sous l'Empire Est-ce omeyyade. que c'est ça ce qu'on appelle le djihad ou pas du tout? Le djihad à la base sert à libérer. Donc c'est bien À ça, se c'est di- c'est la libération. Mais ça n'a pas été toujours comme ça, Ok, attention. c'est pour ça que On a je utilisé j'interroge. le djihad D'accord. pour aller conquérir des Africains. Ah oui. Ça a eu lieu. Ok. Aux alentours, on est au 3e, 4e, 5e siècle de l'Hégire. Mhm. Il y a des Alors- dénonciations qui sont faites par des savants. Alors, c'est tellement intéressant ce que tu nous dis, ce que tu nous enseignes, pour ceux qui ne le savaient pas. On pourrait en passer des heures. Hélas, on va essayer de revenir Ah ouais, dans notre je vous réalité suis. d'aujourd'hui, donc, histoire que tout le monde participe, notamment la sœur. Aujourd'hui, factuellement, quel est l'apport que l'islam, justement, offre comme cela à l'Afrique et que l'Afrique elle-même ne possédait pas? Je laisse madame parler. Non, C'est vrai, ok. je me répète. Bon, déjà, l'islam est une réalité africaine. Je disais ça à quelqu'un, ça fait 1200 ans que nous, par exemple, les Soninké, on est musulmans. Alors, je reformule encore. on ne peut pas... Qu'est-ce qui existe dans le Coran
en termes de savoir, en termes de sagesse, en termes de mode de vie, d'éthique, qui n'existait pas dans l'ancestralité, dans la spiritualité La africaine. première des choses, c'est que c'est par rapport au monde, ce Mhm. qui concerne aussi les Africains. Mhm. L'islam prétend Mhm. que l'humanité est une seule et même famille, qu'il n'y a pas de peuple élu, que tous les peuples ont reçu des prophètes et que tous les êtres humains en tant que tels sont égaux et responsables de la gestion Tous de les la peuples planète. ont reçu des prophètes. Tous les peuples Dans ont reçu l'islam, des dans le prophètes. Coran, c'est écrit. C'est écrit. وَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Il n'y a pas de peuple dans lesquels il n'y a pas eu d'avertisseur. Dans d'autres passages, il n'y a pas eu d'envoyé. C'est un principe fondamental. C'est la différence qu'il y a avec le judéo-christianisme. Dans la judaïté ou dans la chrétienté, c'est ce que d'ailleurs Pascal, le philosophe, reprochait à l'islam, en disant que l'islam dit que Mahomet, qui n'est pas un descendant d'Israël, est un prophète, ce qui est impossible. Dans la vision coranique, tous les peuples ont reçu un message. Donc dans le Coran, Tous les il existe peuples- des prophètes afro. Oui, Ok. il y a eu le prophète Luqman, Ah, ça, d'ailleurs ça, dont je il faut- fais, il faut le dire. Ok. dont j'ai déjà fait une conférence là-dessus. D'accord. Hein. Le prophète Luqman est africain. Ok. Et c'est archi connu, hein, c'est même pas C'est un secret quelque chose polichinelle, de... ouais. Un secret de polichinelle. Non, quoi. non, non, tout le monde Ouais, sait que tout le monde Luqman est un noir. Mhm. Débat il y a eu, est-ce qu'il y a un prophète? Et certains ont refusé sa prophétie parce qu'il était noir. Ouais. Oui. Bon, donc il y a un Oui, débat. Non, 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 non. Toutes les caractéristiques que vous reconnaissez aux autres prophètes, on les retrouve dans ce prophète. Mais lui, on lui a refusé. Certains Enfin, ont voulu lui le ont refusé. retirer. D'autres, Alors comme donc moi et d'autres, disent non. l'apport du Coran dans la L'apport culture. du Coran, même pour aujourd'hui, c'est sa dimension cosmique. La question de l'unité de l'humanité n'est pas acquise au sein de l'humanité D'accord. et au sein de l'Occident tel que nous le voyons aujourd'hui. L'islam prétend que les êtres humains ne sont divers qu'en raison de la volonté divine et de l'enrichissement. Même la diversité religieuse est une chose à préserver. Et c'est bien que ça fait bizarre dans l'oreille de certains théologiens musulmans. Mais j'invente même pas, c'est écrit texto dans le Coran. Que les musulmans n'aient pas été à la hauteur à un moment donné de leur histoire de ces grands principes, oui. Et ton C'est vrai. propos, parce que dans la Oumma, parce que même s'il n'y a pas de clergé, comment dire, parmi les doctes, les savants, est-ce qu'il est majoritaire ou parce que honnêtement, C'est impossible à remettre ça en cause. non mais c'est pas ce que je dis. Je dis juste que Il est majoritaire. parmi celles et ceux, surtout ceux qui prêchent, donc on va dire l'armée des imams. Est-ce que ce que tu dis là, Ce que je il est- dis il n'est est- pas contestable parce que c'est un verset j'ai coranique pas dit clair. que c'était contestable. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on le Ah, dit? ça, c'est une autre Non, mais affaire. c'est ça la Pour le question. reste, après, il y a plusieurs écoles. Non, moi, ici, ce n'est pas une question d'école. Hein. Je ne suis pas dans les écoles pour l'instant. Qu'il y ait à l'intérieur des écoles musulmanes une tendance à renier ces principes-là qui étaient présents au début de l'islam et que tout le monde connaît en fait. Oui, il y a des tendances communautaristes, des tendances idéologiques, des tendances de transformation, ce que le Coran dénonce aussi comme étant ce qui est arrivé aux précédentes religions. Alors attendez, parce que moi je suis perdu. Hein. Je t'en Moi prie. aussi. Alors peut-être que ma question, elle est, peut-être que c'est moi qui Et on comprends pourra pas. revenir ensuite sur l'État africain. Est-ce qu'il connaissait la religion et le Dieu divin? Oui, mais parce que oui, c'est vrai que dans la façon dont vous l'expliquez, le Coran, quand il pose la question, quel est l'apport du Coran, etc. Et quand vous commencez à expliquer en disant, le Coran, j'entends, a permis de Appel comprendre et qu'il y avait qu'un seul créateur, etc. Moi, de ce que j'en sais, les spiritualités ancestrales sont déjà en train de dire ça. Donc, en quoi le Coran Le Coran vient confirmer. Le Coran ne dit pas qu'il ramène quelque chose de nouveau. Non, c'est ça ma question. Le Qu'est-ce Coran- qu'il apporte Ma question, c'est qu'est-ce qu'il apporte Qu'est-ce de qu'il nouveau? apporte, en fait? Là, mais ce que je viens de vous dire là, parce que c'est le problème majeur de l'humanité. En fait, il fait un Il rappel. fait un rappel. il y a un rappel d'une Ok. part, il y a une nouvelle compréhension de l'univers, une compréhension de l'univers qui n'isole pas les éléments les uns par rapport aux autres, mais les relie ensemble, fait que l'univers entier est une unité de champ cosmique, faire que l'ensemble de l'humanité rentre dans cette unité cosmique et donner à l'être humain la responsabilité universelle de la gestion de la Terre et l'égalité. Et en même temps, l'idée de dire qu'il y a un idéal, parce que le problème, il est où? C'est le conflit entre est-ce qu'il y a un au-delà qui me sert de boussole pour me dépasser, ou est-ce que je réduis l'au-delà à l'ici-bas, maintenant, à l'ordre des choses? Du point de vue de l'islam, la révolution est permanente. Il y a un refus de Intéressant. se réduire Révolution à l'ordre des choses. Révolution permanente. Mais du coup, moi, j'ai une question parce Voilà. que vous dites que finalement, la religion vient rappeler tout ce qui était... Le Coran, en tous les cas, l'islam. Le Coran, en tout cas, vient confirmer, rappeler tout ce qui existait déjà de nos ancêtres. Mais moi, pour ma part, moi, j'ai l'impression que la religion n'est pas compatible avec la culture, finalement, les traditions.
Moi, c'est comme ça que je le vis au quotidien sur certains points. Parce que, en tout cas, Tu as moi, des exemples, s'il te plaît? je vais prendre, ça va être brutal, je vais prendre l'excision. Ah, je pensais à ça en plus. Ah oui, forcément. L'excision, ça fait partie de la culture, en tout cas en Afrique subsaharienne, mais dans l'islam, c'est interdit. Et encore, récemment, j'entendais certains musulmans qui disent que non, c'est pas interdit, qu'il y a des conditions pour que ce soit autorisé. Non, mais Donc, moi, du coup, finalement, je mais me heureusement demande... que c'est interdit. En islam, en tous les Non, cas. mais c'était la question. Donc, Non, mais qu'est-ce je que ça repose. apporte En fait, la culture, déjà, il faudrait qu'on définisse c'est quoi la culture. Du point de vue de l'islam, la diversité culturelle est une volonté divine et il y a nécessité de la préserver. C'est pas genre on tolère. C'est une nécessité. Ô vous, êtres humains, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et avons fait de vous des nations et des tribus différentes pour que vous vous entreconnaissiez. C'est le Alors- mot. Et le meilleur d'entre vous auprès de Dieu, c'est le plus pieux. C'est pas le noir, c'est pas le blanc, c'est pas la Alors, femme, l'homme. C'est d'accord. celui qui contribue le mieux. Si je comprends bien, C'est pour ça qu'en Afrique, jusqu'à présent, on n'a pas éradiqué les ethnies. si je comprends On bien, cohabite les uns avec si les je autres. comprends bien, on peut considérer qu'il y a presque un océan, pour ne pas dire 1000 océans, entre l'enseignement stricto sensu du Coran et son la pratique. application. Mais Oui, parce que complètement. franchement, Parce que non. par exemple, Bah, si on finalement. prend Ibn Khaldoun, Ibn Khaldoun, voilà, oui. après, avec l'accent vous dites encore mieux Ouais. que moi. Bon, si on prend les propos qu'il tient à l'égard des Afros, Ouais, c'est copier-coller de ce que Gobineau dira quelques siècles plus tard ouais. sur les Afros. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas... Or, quelle était l'influence d'Ibn Khaldoun? C'était pas n'importe qui. C'était pas un perdu illuminé au fin fond d'un désert buvant du thé. C'était quelqu'un qui voyageait, qui avait une influence massive. C'était Non, plus... Ibn l'influence Khaldoun. d'Ibn Khaldoun n'est pas massive. Ok. Ibn Khaldoun a été redécouvert Ouais. par les musulmans, par le biais des Européens. Ils connaissaient, lui, il a été complètement oublié, lui. Non, je ne parle pas aujourd'hui, je parle à Même son de époque. l'époque. C'était pas un savant majeur, de sorte qu'il a un poids qui... Non, Mais du coup, il a... Oui, j'affirme. Dans ma thèse On de a doctorat, différentes justement, je parle de lui, entre Ah autres. là, c'est le docteur. Son alors. influence, son influence n'est pas aussi majeure que, par exemple, l'imam Malik ou ou les grands imams. Donc en somme, l'élite, les savants musulmans n'ont pas entretenu une vision racialiste, donc à Certains milieu. l'ont fait, en reprenant d'ailleurs... Moi, je parle, là, on n'est pas en train de chercher, Oui. mettre le petit doigt dans la culture, en général. Tout comme on peut dire Non, en que général, l'élite occidentale a nourri une vision racialiste. C'est un fait. Bon, et elle s'en est plus ou moins détachée, même si ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, cette vision existe encore et qui peut expliquer, par exemple, qu'en Mauritanie, c'est le seul pays au monde, c'est un record du monde encore qui aujourd'hui. retient encore... Voilà. Ou même en Libye, aujourd'hui, alors nous parlons, 21e siècle, Oui. on vend encore à visage découvert, Des Noirs. sans retenue. Très bien. Mais Ou même encore, parce que c'est pas que dans à Dubaï. bon, on a vu ce qui se passe Voilà. là-bas, ouais. Donc, tout, on va dire, je ne vais pas dire tous, mais je veux dire, il y a une sorte, peut-être que je me trompe, hein, de culture racialiste bien marquée, bien enracinée. Alors, vous me dites, Chez les Arabes ou chez les musulmans? bah, non, là, on parle des arabo-musulmans. Attendez. Non, on parle de Mais l'Afrique, c'est donc super arabo-musulmans. en Afrique, c'est Parce pour- qu'en tant Arabo-musulmans. qu'afro-musulman, Ouais. un arabe, qu'il ait ses cultures et ses coutumes, je ne suis pas amené à confondre l'islam avec ses cultures et ses coutumes. Je sais qu'il y a des déviants chez tous les peuples. L'erreur des afro-musulmans, Ouais. c'est de se réduire à des formes d'enfants Ouais. qui sont obligés de prendre chez l'autre la manière particulière dont il a de comprendre sa religion. Alors, attendez, je n'ai pas compris. Moi, Oui. je suis Je pas reviens. d'accord Ouais. avec ce propos. Ouais. L'islam n'est pas arabe. Ok, il faut le dire Il fort. n'y a pas de clergé Donc, en l'islam n'est pas islam. arabe. Ça, c'est déjà acté. L'islam est universel. D'accord. Les Arabes ne font que 12 à 15% seulement de la population mondiale musulmane. La discussion est dense, ça va vite. De temps en temps, prendre une pause s'avère nécessaire pour ne pas se perdre et en profiter pour laisser la parole à nos annonceurs. Imagine être la personne que les autres suivent.
12 42 44 ou contacte-nous à l'adresse contact@philippefabignon.com. Ok. C'est rien. D'accord. Ils Donc ont le quand même- reste des musulmans, ils font quoi? Ils ont leurs savants. Nous, on a des savants de plus de 1000 ans en Afrique. Le problème des Africains, c'est qu'ils ne mettent pas en valeur leurs savants, premièrement. Ils ne mettent pas en valeur leur connaissance et leur compréhension de la religion. Et ils préfèrent suivre aveuglément les interprétations d'autrui en les confondant avec la révélation. Mais Ah, est-ce que attends. c'est pas parce qu'on réserve ça à une élite, par exemple? Parce que si Voilà pourquoi ça ensemble, il y a pas de vérité. Ah, vas-y. Oui, mais parce que je rejoins ce que vous dites. Moi, quand je regarde un peu en Afrique comment l'islam elle est organisée, je prends l'exemple de mon village. Nous, on a une famille dans le village chez qui tout le monde va aller apprendre la religion. Mais au bon vouloir de la personne qui va t'enseigner, elle va peut-être pas tout t'enseigner. Donc, est-ce que finalement, c'est pas aussi ce truc, de comment on a Élitisme de la connaissance. Quoi. On voilà, démocratise parce que pas la je connaissance. prends encore un exemple. Les femmes, volontairement, dans certaines cultures africaines, on leur enseigne pas la religion. On leur dit, prie, on va t'apprendre la base, les sourates que tu dois connaître. Avant de te marier, on va t'apprendre à faire tes grandes ablutions. Et ça s'arrête là. Et pour moi, c'est des choses qui sont faites volontairement. Et là, c'est le côté de l'humain, l'homme, pour servir ses intérêts, finalement. Et vous me disiez tout à l'heure qu'on n'a pas éradiqué les castes, mais je suis désolée, en Afrique subsaharienne, pas l'islam. Oui, On mais a dit qu'il n'y avait pas d'éradication des castes. Je n'ai même pas parlé de caste. tout à l'heure, vous parliez des castes, mais j'ai plus le terme D'accord. exact. Mais quand on regarde en Afrique, il y a des castes qui se mettent au-dessus des autres. Ah, Il y a mais des c'est pas ch- bien. C'est pas bien, C'est mais haram dans même. les... C'est interdit, ça. Je suis d'accord, mais finalement, c'est ce qui se passe. Quand on voit qu'il y a des mariages mixtes entre, je ne vais même pas dire africains, enfin noirs, arabes, maghrébins, juste entre nous. Par exemple, l'autre, on va dire, il est forgeron, l'autre, il est griot. On va refuser qu'ils se marient sous prétexte qu'ils ne font pas partie du même caste. Mais est-ce Alors que c'est l'islam? finalement, Alors, C'est nos- effectivement, c'est- je peut-être sais pas que c'est pas l'islam, ce sont nos l'islam. coutumes. Je sais Donc que il c'est faut pas les corriger. l'islam. Mais aujourd'hui, et nous-mêmes, on l'a vécu dans notre génération, c'est qu'il y a il y a cette confrontation entre nos parents qui sont très attachés à leur culture et certains points de leur culture qui ne vont pas avec justement l'islam. Eh bien, s'ils sont musulmans, ces points de leur culture qui ne va pas avec l'islam doivent être réformés. Si à un moment donné, on fait en sorte que les femmes soient ignorantes, l'islam veut que les femmes soient savantes. à Donc, fait. on réforme cette Qu'est-ce que les situation-là. talibans rediraient à ça? Mais les talibans n'ont rien à voir avec l'islam. Ok, Comme on dit, faut se- Aïcha Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Ok. Aïcha, Pardon. Aïcha, justement, oui, c'est bien ce que vous En- dites, parce en- que Aïcha a contribué, c'était une épouse du Que ce soit prophète. Aïcha, même a toutes les femmes autour contribué du à- prophète. Le problème, il est que... Alors, juste parce que là, vraiment, le temps va nous manquer. Je Non, finis juste. Le problème, sincèrement, c'est qu'à un moment donné, Ouais. il y a ce qui s'appelle aussi la sociologie. Les réalités de rapports de force dans les sociétés. Alors, en parlant de rapport de force, justement, est-ce que, alors, sous un autre angle encore, est-ce que, au même titre que, par exemple, lorsque la Belgique est partie à la conquête du Congo, ils ont réservé un passage de la Bible où il est intimé l'ordre à l'esclave de rester esclave et d'attendre la libération dans l'au-delà, installant ainsi de manière définitive un complexe d'infériorité. Est-ce que l'islam n'entretient pas dans la tête des Afros une forme de complexe d'infériorité vis-à-vis des Arabes? Non, je suis pas d'accord. Non, je pose la question. Non, je suis pas d'accord. En fait, pour moi, le problème, c'est pas l'islam. C'est les personnes qui interprètent l'islam. C'est pour ça que, alors, quand je dis l'islam, évidemment pas le Coran. Oui. Je parle de ceux qui sont En censés fait, c'est les gens le qui vont promouvoir. entretenir ces choses-là pour leurs intérêts personnels, encore une fois, en fait, ou pour les intérêts de leur groupe ou de leur famille ou de leur organisation, finalement. Alors, comment remédier à cette réalité, hein, ce complexe d'un côté de supériorité et d'infériorité qui se traduit par un racisme très brutal dans les pays musulmans avec des effets pervers? Comment vous pensez pouvoir, qu'on puisse y remédier? En faisant une propagande version SOS raciste, ou alors en prenant, comme le font un peu les mourides au Sénégal, une forme de séparatisme? Pour moi, il faut enseigner aux gens. Il faut expliquer aux gens. En gros, si dans une mosquée, par exemple en banlieue, où normalement il y a un mixte noir-arabe, si à chaque fois que tu vas dans une mosquée, l'imam c'est toujours un arabe, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps que les afros aussi aient leur mosquée? Mais c'est à nous aussi. Non, pour moi, il ne faut pas qu'on se sépare, en fait. Bien au contraire, parce que l'islam nous demande de vivre ensemble. D'accord. Donc pour moi, si c'est pas parce que l'imam
il est arabe, que je ne vais pas aller dans cette mosquée-là. Et vice-versa, ce n'est pas parce que l'imam est un noir qu'un arabe ou un autre ne peut pas venir dans cette mosquée-là. Bien au contraire, il faut qu'on apprenne à accepter que on est tous, en tout cas, des créations divines et que chacun a ses... Enfin, on est différents. Il faut respecter l'autre pour ce qu'il est et l'accepter comme il est, en fait. C'est surtout ça qu'il faut enseigner aux gens. Alors, que répondrais-tu à quelqu'un qui te dit, oui, mais c'est toujours à nous d'accepter, de faire preuve d'humanité, de comprendre. Si l'autre ne veut pas m'accepter, dans ce cas, moi aussi, je peux aussi, par effet miroir, pas la loi du talion, qu'on se mette bien d'accord, mais par effet miroir, de mon côté, entre guillemets, ne pas l'accepter, tant qu'il ne m'accepte pas. Pourquoi? Est-ce qu'on a le devoir? Les Africains à leur mosquée. Ah, voilà. Parce qu'il ne faut pas être angélique. J'ai pas bien entendu. Vous pouvez... Je suis pour que les Africains aient leur mosquée. Okay. Une mosquée ouverte à tout le monde, mais dirigée par des Africains. Voilà. Et ça, c'est une question de leadership, de respect de soi et de contribution. De respect Je reviens de sur soi. ce que... Oui, Okay. Parce que quelqu'un qui est toujours à la merci d'autrui pour penser et pour manger et pour vivre, c'est un esclave. Il n'est pas véritablement serviteur de Dieu. À quoi sert la religion? La religion est venue transformer le monde. La religion refuse l'état des choses. En tout cas, en islam, c'est comme ça. C'est une révolution permanente. Maintenant que d'autres utilisent la religion pour endormir les peuples, c'est l'enjeu majeur de pour en instrumentaliser. Oui, c'était le problème de Jésus avec les rabbins, c'était le problème du prophète Mohammed avec l'Empire romain et l'Empire perse. Pourquoi est-ce que la première chose qui a lieu après la révélation du prophète, du Coran, c'est des guerres qui vont avoir lieu contre l'Empire perse et l'Empire romain? C'était quoi le cœur du problème? On a une religion qui dit tous les êtres humains sont égaux. On a des empires qui disent non, il y a des castes. On a une religion qui dit le politique, c'est amruhum shura bainahum. Donc en somme, l'islam, parce qu'on va terminer, hélas, les bonnes choses comme toujours ont une fin, en somme, l'islam n'est pas l'ennemi ni des Africains ni du panafricanisme. Je dirais même plus, l'islam est pour, il faut qu'on sorte même du panafricanisme. Oui. On sorte du panafricanisme. Oui. Alors c'est quoi pour toi le cas? Attendez, j'arrive. Non, en résumé, si possible. Ça faudra une autre émission. Ah voilà, alors, on est d'accord. On peut pas ça. On est d'accord. Mais il faut sortir d'une certaine forme de tribalisme. Soyons africains et dépassons-nous vers l'humanité. Soyons africains et dépassons-nous. D'accord. Mais ne nous tribalisons pas au moment où l'humanité a besoin d'une vision cosmique et universelle. Ne portons pas un regard continental. Ayons un regard peut-être individuel d'émancipation transcendantale. Soyons ambitieux. Mais pas continental. Pas continental et pas afrocentrique. Okay. Je suis africain, mais je suis un être humain qui est capable de contribuer à l'humanité entière. Donc quand, par exemple... Le panafricanisme, c'est ça aussi. Hein. C'est juste. J'ai fait dire sortir. Non, mais si on est bien précis. Voilà. Là, j'étais là. C'est comme sortir de l'adolescence. Ok. Très bien. Sortir de l'adolescence, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas être adolescent, mais il y a mieux. Ah, il y a mieux que le panafricanisme pour un Africain. Oui, je pense que les Africains doivent porter un message universel. Est-ce que ce sont les qui concerne toute l'humanité? Est-ce que ce sont les premiers à devoir le porter? Je pense que oui. Je pense qu'ils ont intérêt à le faire parce qu'aujourd'hui, le problème de toute l'humanité, c'est eux qui le portent aujourd'hui de façon puissance 1000. Ils ne pourront se libérer qu'ici sont contributeurs, non pas seulement pour eux-mêmes, mais pour toute l'humanité. Donc en clair, ce n'est qu'à ce prix-là qu'ils pourront se libérer. Ils doivent être les soldats d'un nouvel humanisme, d'une certaine façon. Et c'est là que l'islam est contributeur. Oui, mais pour pouvoir être à l'échelle de l'humanité, il faut partir de soi. Et donc, le partir de soi n'est pas antithétique avec l'universel. On est bien d'accord, d'où le panafricanisme. Donc, quand même, partir de soi et du panafricanisme. Moi, je ne suis pas né africain, mais j'ajoute la dimension universelle. Tu n'es pas né africain ou tu es panafricain? Je suis panafricain. Ah, ok. Voilà. Je suis africain, musulman et humain. Ah, tu mets africain avant musulman? Non. Je mets l'un et l'autre. Non. Si tu dois mettre l'un. Je dis ça pourquoi? Parce que. Un rappeur assez connu et qui a une forte autorité et qui a tout mon respect, Alpha 520, a dit « Je suis musulman avant d'être africain. Si ma fille, demain, insulte le prophète, je la renierai. » Non, les choses ne se passent pas comme ça. L'Africain, c'est question... l'appartenance continentale ethnique. L'islam, c'est l'appartenance verticale vers le divin. Il n'y a pas de contradiction. Non, pas de contradiction. C'est l'un et l'autre. Si je reprends l'image d'Alpha 520, entre sa fille et le prophète, lui, il a choisi le prophète. Même si j'étais un non-musulman, je suis musulman. Ma fille insulte Bouddha, elle va voir ce qu'elle va voir. Je lui dirai ça ne se fait pas. Pourtant, Bouddha, c'est pas mon prophète. Donc, la question, c'est pas je suis musulman avant d'être africain. Si tu es musulman, normalement... pour certains, c'est un message. C'est la question quand même, parce que... C'est un faux débat qui est une forme de guerre civile. Quand un musulman afro te dit « Je ne jure que par la Palestine et le Congo chrétien, c'est pas mon problème »,
c'est pas un faux débat. Oui, mais c'est un faux débat dans le sens où la personne qui est en train de faire ça... Pour moi. La Mais voilà, Même Ah, pas... Ignorant. elle parle d'ignorance. Non, Pour c'est moi, pas il une est question ignorant. Alors, si on a un d'ignorance. dernier mot, parce qu'effectivement, ouais, on repart, on est Oui, des on a volcans, l'air ça ne s'arrête partir. jamais. Pour moi, il est ignorant. Voilà. Si Je vous suis aviez désolée. un mot, Il n'y a pas si de vous avez- contradiction. si vous aviez un dernier mot, s'il vous plaît, un dernier mot, pas un dernier paragraphe, un doctorant. Et il faut souligner que futur docteur, et nous en sommes très fiers. Maintenant, si on doit résumer, pardon pour la frustration intellectuelle, hein, Non, non, c'est cool. bon. Si on doit résumer en une phrase, que diriez-vous, quel message adressez-vous aux Africains, chrétiens, animistes ou autres, qui voient dans l'islam une menace pour l'Afrique en termes de fierté, en termes de conquête de soi? Vous voulez dire quelque chose? Non, en tout cas, moi, si je peux donner, enfin, si j'ai un message à dire, c'est qu'on peut vivre les uns avec les autres et qu'on doit tous se respecter et accepter la différence de l'autre. Parce qu'en tout cas, moi, en tant que musulmane, j'ai bien compris que dans ma religion, c'est ce qu'on me demandait. Je dirais juste qu'il ne faut pas écouter la voix du diable et de ses alliés colonisateurs en vue de nous diviser entre nous. Il y a plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous divisent. Dieu n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas juif, il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est au-delà. Et les voies, et je reviens à l'introduction que vous aviez dit tout à l'heure, les voies d'atteindre le divin sont multiples. Donc, nous avons de quoi coexister ensemble. Agissons, travaillons, devenons souverains intellectuellement, devenons souverains économiquement et contribuons pour nous et pour tout le monde. Voilà ce que j'ai à dire à tout cela. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser? Juste, ce que j'ai retenu quand même, c'est que l'islam découle d'une spiritualité ancestrale. Et donc, les musulmans doivent reconnaître cette spiritualité ancestrale et pas la mettre de côté. C'est juste ça. Alors, comme vous le voyez, hein, les chemins qui mènent à la vérité sont chargés en émotions. On a essayé de contribuer à notre humble niveau à l'ouverture de vos esprits, de nos esprits, autour d'un sujet ô combien sensible. On précise tout de suite, si on a heurté des sensibilités, nous nous en excusons. Ce n'était pas l'objectif. Je le précise, que la religion, c'est un sujet miné, surminé. Il n'empêche qu'on est forcé de les aborder tellement la réalité nous déchire autour de ces questions-là. Les funérailles des tabous, c'est aussi ça, cette mission. Participer à la Renaissance, mais pas la Renaissance, c'est pas un vain mot. C'est la Renaissance des idées, c'est la Renaissance de l'esprit de corps, c'est la Renaissance du sens de la mission, c'est la Renaissance du panafricanisme, c'est la Renaissance individuelle autant que collective. Mais laquelle doit garder en tête que quand on va seul, on peut aller vite, mais c'est quand on est ensemble qu'on va loin. Et c'est quand on est ensemble autour d'une table qu'on va loin et qu'on va haut. Tout en gardant à l'esprit que condamner une pomme pourrie, c'est bien. Mais comprendre les racines du pommier, c'est autrement mieux. Merci.